D'accord. C'est parti. Donc, bonjour à tous et merci de vous être connectés au webinaire de All7For. Je me présente, je suis Emmanuel Clément, je suis directeur et également associé chez All7For. Comme vous le savez, chez All7For, on a l'habitude d'organiser tous les 3 semaines à un mois des webinaires sur des thématiques liées à la formation. Ouais. Cette semaine, on a décidé de refaire ce qu'on a fait des insolites RH. On avait l'habitude d'organiser ces réunions sous la forme d'un panel et d'une discussion ouverte sur des thématiques liées à la formation dans des lieux insolites. Comme je disais tout à l'heure, on a organisé ça déjà dans des showrooms de vêtements de tissu ou dans des restaurants solidaires l'année dernière avant le Covid. Malheureusement, maintenant, nous faisons ces insolites RH de manière digitale, mais ce qui est plutôt pas mal parce que c'est en accord avec le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la digitalisation du plan de formation, des plans de développement des compétences. On a mis plan de formation parce que c'était plus court. Donc, est-ce que c'est vraiment une réalité ou est-ce que c'est un fantasme? Ça, c'est bien la question qu'on va se poser. Donc, pour ce faire, j'ai invité 3 acteurs en fait du marché de la formation, dont Lucienne, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Donc, Lucienne Silla, qui est RRH, on pourrait dire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en poste, mais vous étiez en poste Exactement. récemment chez JDE Coffee, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Exactement. Bonjour Lucienne, merci Bonjour à tous. d'être avec nous, qui fait partie de notre club RH, comme je le disais tout à l'heure, qui nous aide à concevoir nos produits. Nous avons également Laune Amouzou, qui est DG, directrice générale, c'est ça, Laune, de Oui, c'est bien ça. MINS, si je le prononce bien, C'est bien ça, oui. qui est un organisme de formation sur les thématiques qui permettent d'apprendre l'anglais de manière un peu plus innovante, si j'ai bien compris. C'est ça. Absolument, absolument. Laune va nous expliquer un peu plus aussi de sa société. Et nous avons Monsieur Emmanuel Bélanger, je connais depuis quelques années, qui a monté il y a à peu près plus de 10 ans, c'est ça? Un peu moins, 2012. 2012, ouais, une société qui aide, qui fait des contenus sur mesure, e-learning, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Merci. Tu as évolué dans tes métiers. Donc voilà, donc pour commencer, avant d'aller dans le vif du sujet et de parler un peu de la digitalisation du plan de formation, je vais demander à chaque participant peut-être de se présenter. Je trouve ça sympa que chacun se connaisse les uns les autres. Donc Lucienne, je vous laisse vous présenter rapidement. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Lucienne Silla. J'ai aujourd'hui 7 ans. Je suis dans ma 7e année en tant que RH. Et auparavant, j'étais sur différentes fonctions telles que des fonctions commerciales pour de grands groupes tels que la FNAC, Accor, Service France, Nestlé, Purina Petcare France. Et aujourd'hui, après une reconversion professionnelle, je suis une actrice RH en tout cas engagée et investie. Et donc, c'est en ce sens que j'interviens aujourd'hui dans ce webinaire et avec une double casquette, comme le disait Emmanuel, puisque je participe donc au club RH de All7For. Super, merci Lucienne. Laune, je vous laisse vous présenter. Oui, alors moi je suis Laune Amouzou. Je suis actuellement la manager principale de la société MINS. On est vraiment expert dans le domaine de la formation anglophone dans tous ses aspects. J'ai toujours été passionnée par la formation anglophone parce que j'ai souvent remarqué de par mes voyages en France, parce que je n'étais pas en France au départ, j'étais à Minneapolis, j'ai grandi avec mes parents là-bas aux États-Unis. Et quand je suis venue en France à l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert comment les Français du coup enseignaient la langue anglophone, et de là j'ai voulu vraiment mettre en place quelque chose d'assez pas américain, mais vraiment un coaching à l'anglo-saxonne que j'ai du coup développé avec la Sorbonne au départ, jusqu'à récemment, il y a 2 ans, où ça a commencé à exploser. Et du coup, la situation du confinement a encore plus explosé les choses. Et aujourd'hui, MINS est vraiment dans un processus de développement national qui fait que voilà, l'équipe s'est agrandie. Il y a des assistantes, il y a des formateurs un peu partout dans le monde d'ailleurs, des formateurs américains et anglais, britanniques. Et moi, je suis la responsable des activités liées aux formations qu'on propose. Super, merci. Ouais. Emmanuel, est-ce que tu veux te présenter un peu? Oui, tout à fait, merci. Donc, je suis Emmanuel Bélanger, je dirige Aptilink, qui est une agence
de digital learning que j'ai fondé en 2012. On a une quinzaine de collaborateurs aujourd'hui. La particularité d'être répartis sur le territoire français, Aptilink est une entreprise qui n'a pas attendu le confinement pour être à distance. Tous mes collaborateurs sont en télétravail, ce depuis la création d'entreprise. Et on a globalement trois activités. Une première activité qui est celle du conseil stratégique et opérationnel. On accompagne les entreprises et les institutions dans la transformation de la formation, donc notamment la transformation digitale. Ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Quand je dis stratégique, on va accompagner une direction opérationnelle dans la transformation, le changement des pratiques des équipes formation, mais opérationnelle dans la délégation de ressources. Ça, c'est une première activité. La deuxième activité, c'est celle de la production de parcours de formation digitaux, tout ou partiellement digitaux. Et on aura l'occasion d'en reparler parce que ça fait partie finalement vraiment du cœur du sujet de ce webinaire. Donc, on produit ce qu'on appelait il y a quelques années des modules e-learning. Mais maintenant, on fait aussi du mobile learning, des vidéos pédagogiques et toute forme de ressources. Et la troisième activité, c'est celle qui consiste à intégrer on va dire les plateformes et on a une activité autour du logiciel parce que le digital learning est très fortement lié à un outillage technologique. Et donc, on a une vraie compétence sur l'intégration des plateformes de formation de type LMS avec des systèmes tiers tels que la paye ou des annuaires d'entreprise, mais aussi sur l'animation de dispositifs plus grands. On anime notamment un dispositif qui s'appelle BPI France Université, qui est aujourd'hui une des ressources digitales francophones gratuites les plus importantes du monde. On a 60 000 apprenants, plus de 600 vidéos. Enfin, voilà. Je vous invite à aller regarder. Voilà. Absolument. Super, merci beaucoup à vous. Rapidement, un mot sur Z4. Z4 est une société qui a été créée en 2011 qui aide les entreprises à gérer leur plan de formation. Donc, c'est vraiment un service pour les aider d'un point de vue, trouver les bons organismes de formation dans un premier temps et dans un deuxième temps, gérer toute la charge administrative. Et Z4, au cours des années, s'est doté d'une plateforme, une solution SaaS qui va aider nos clients à faire tout ce qui est passer les entretiens, tout ce qui est gérer le plan de formation, du recueil de besoins jusqu'au bilan social, et également gérer potentiellement tout ce qui est la partie sourcing et la partie gestion administrative et financière. Donc voilà, on est accompagné depuis des années par des clients type AXA, SAP, Intertech, etc. Et prochainement, on va sortir notre nouveau produit dont on vous parlera sûrement dans des prochains webinaires. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais faire, c'est peut-être revenir sur le sujet principal d'aujourd'hui, qui est la digitalisation du plan de formation. Donc, en fait, on est parti du constat, et c'est des choses sur lesquelles on parle beaucoup en interne et beaucoup avec nos clients, c'est que la crise Covid a vraiment fait modifier nos manières de vivre, de travailler et d'interagir ensemble. Dans le monde de la formation, au soir du 16 mars, il y a eu vraiment un stop et après un go. Le stop parce qu'il a fallu arrêter le 16 mars toutes les formations qui étaient faites en présentiel, et on sait qu'en France, on est très friand des formations en présentiel. Et un go parce que à peine, je dirais, 2-3 semaines après, il y a eu des financements type FNE qui ont afflué de manière massive, je dirais, pour aider les entreprises qui étaient un peu en difficulté et qui avaient des employés au chômage partiel pour continuer à les former. Et donc, l'objectif des responsables de formation était vraiment de continuer à former leurs collaborateurs et d'utiliser ces financements qui existaient pour continuer à déployer leur plan de formation. En partant de ce constat, l'objectif de cet insolite aujourd'hui est vraiment de comprendre l'impact que ça a eu chez les différents acteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très heureux de recevoir 3 acteurs vraiment différents avec des orientations différentes. Donc, effectivement, Lucienne, qui a un point de vue plus RH et du côté d'organisation des formations et comment cette crise a impacté effectivement la formation. Du point de vue de l'organisme de formation de l'ONU, qui va nous dire justement comment elle a dû se réadapter par rapport à cette crise Covid. Et d'un point de vue peut-être plus digital, beaucoup plus digital qu'Emmanuel, donc avoir une vue digitale, effectivement, est-ce que pour lui c'est un accélérateur, comme on en parle souvent, ou est-ce que les pratiques ont un peu changé, et voir comment justement Emmanuel a appréhendé tout ça. Donc je vais commencer par la première question, et Lucienne, vous allez être la première
a commencé à parler. Donc, constat du 16 mars 2020, comment les RH en fait, ont réagi en fait, à cette crise Covid. Et vous, plus particulièrement, est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience et comment vous êtes adapté à ce moment-là, vous étiez en poste chez JDE Coffee. Comment vous êtes adapté au soir du 16 mars et comment, en fait, est-ce que les formations ont été maintenues? Est-ce qu'elles ont continué? Comment ça s'est passé? Alors nous, à ce moment-là, chez JDE Coffee, effectivement, fort heureusement, on était au tout début, entre guillemets, de la gestion de notre plan de formation, à savoir qu'on commençait seulement à signer, attribuer donc, les formations aux collaborateurs. Mais le plus gros sujet que moi j'ai eu à gérer à ce moment-là dans l'instant T, effectivement, c'est que j'avais une collaboratrice qui, elle, était en congé de formation à ce moment-là et qu'il a fallu réintégrer immédiatement à son poste puisque l'organisme de formation fermait pour les raisons donc, de cette crise sanitaire-là. Et en attendant de pouvoir proposer justement une formule online sur la partie plus ou moins théorique, parce qu'on se parle d'une formation des métiers de bouche, de pâtissier, donc difficile de digitaliser ce type de formation. Donc ça a bousculé pas mal de choses, mais c'était le moment, je pense, pour tout RH et entreprise, effectivement, de mettre, en tout cas de démontrer cette agilité dont on entend parler depuis un certain temps. Et en fait, cette pandémie nous a justement forcé et contraint quelque part à faire preuve d'agilité, à nous adapter. Et on a eu involontairement un vrai partenariat, si vous voulez, avec les OPCO, les organismes de formation on a tous dû s'adapter et travailler d'un commun accord, bien que l'accord était implicite. Et effectivement, les choses ont pu, à mon sens, rapidement se gérer, puisque au bout d'une semaine, enfin de 2 semaines et demie à peu près, le responsable de formation de ma collaboratrice me disait qu'effectivement, une formation allait être faite à distance sur la partie théorique, mais qu'il fallait voir effectivement la partie pratique, puisqu'ils avaient des stages en boulangerie, comment ça allait être géré. Puisqu'il y avait tout cet aspect financier, il n'y avait pas encore la connaissance donc, du FNE, comme vous l'annonciez en introduction. Et effectivement, on s'est senti un peu désemparé. Et donc là, ça a impacté la gestion de la formation, la paye, parce que forcément, quand on a un collaborateur en formation, il est quand même payé sur son présentiel. Là, comment on gère cette présence-là, or qu'il n'y a plus de formation en tant que telle. Et donc, c'est toute une organisation qui se met en place autour de cette collaboratrice. Fort heureusement, je n'en avais qu'une. Parce que là, je pense que ça aurait été vraiment compliqué de gérer plus que ça dans les conditions et dans cette incertitude dans laquelle on baignait à cet instant-là. D'accord. Et surtout que les financements type FNE, vous n'en avez pas eu besoin du coup. Et il y a non. Forcément du chômage partiel. On a eu du chômage partiel et effectivement sur les populations commerciales, puisque l'activité professionnelle, par exemple, on ne pouvait plus distribuer, en tout cas, utiliser nos machines de distribution automatique dans les administrations, les hôpitaux, etc. Donc, ces populations de terrain-là ont été mises au chômage partiel. Et c'est des collaborateurs qui étaient désireux de faire des formations, par exemple, en langue, mais en chômage partiel. Est-ce qu'on peut les mettre en formation? Donc, le CPF nous sauve dans le sens où ils ont le droit de l'utiliser pour faire des formations hors temps de travail. Et donc là, on solutionne. Mais effectivement, au début, l'exercice n'était pas forcément facile parce qu'on était dans une situation inédite, tout simplement. Bien sûr. Et du coup, vous, en parlant avec l'organisme de formation, justement, vous les avez sentis très réactifs à ce moment-là?
L'organisme de formation a été très réactif parce que j'ai l'information au 17 mars de la part de ma collaboratrice qui me dit Hey, Lucienne, je n'ai plus de formation et qu'est-ce que je fais parce que moi, je dois réintégrer mon poste rapidement puisque je n'ai plus de formation, je n'ai plus de stage. Donc, l'organisme de formation, l'OPCO, est très aidant aussi à ce moment-là. Et ils sont vraiment hyper réactifs et ça a été vite, quoi. Ouais. Je pense que c'est une leçon, en parlant avec beaucoup de RH, qu'on retient, c'est que les organismes de formation ont été extrêmement réactifs et se sont très adaptés facilement et ont été aussi très surpris, en fait, dans leur changement de manière de procéder. Super, Lucienne, bah, c'est une bonne transition vers l'homme. Vous nous expliquez d'un point de vue OF, même si déjà vous avez une sensibilité digitalisée, hein, si j'ai bien compris, mais quelle adaptation vous avez dû mettre en place, vous, de votre côté? Comment ça s'est passé ce soir du 16 mars? Quelle réaction vous avez eue et qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, en réalité, avant le confinement, on avait quelques formations individuelles sur Skype en distanciel, mais ça ne prenait pas vraiment une énorme place au sein de notre entreprise parce que, pour la petite histoire, pendant très longtemps, on était spécialisé dans les coachings en présentiel dans les entreprises, comme par exemple Make Up Forever, Thomson Reuters. On intervenait vraiment en présentiel avec des coachings en semi-groupe pour travailler la diction, la phonétique, l'anglais business avec les collaborateurs de ces entreprises. Et on travaillait même avec les universités, comme avec la Sorbonne, par exemple, où on devait coacher les classes de master. Donc, tout était vraiment, l'essentiel était vraiment en présentiel. Tout se passait en présentiel. Et du coup, voilà, en mars, tout a changé parce qu'on était face au mur. Pendant très longtemps, pendant au moins 2-3 semaines, on a tourné en rond parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça parce qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait. On ne se voyait vraiment pas attendre à ce que les choses nous passent devant, nous passent devant comme ça sans qu'on ne réagisse. Et on a discuté avec l'équipe. On a vu comment on pouvait mettre les choses en place. Et c'est là vraiment que nos innovations pédagogiques ont émergé parce qu'on s'est dit qu'on devait mettre notre expertise en e-learning. Parce que tout cet aspect de travail phonétique, prononciation que les francophones, ces problématiques-là que les francophones ont en anglais, tout ce travail de mémorisation de vocabulaire, tout ce qu'on pouvait délivrer en présentiel, on devait pouvoir réussir à créer cette magie-là à travers le e-learning. Et c'est là qu'on est rentré en contact avec des techniciens qui ont mis en place du coup notre plateforme spécialisée en e-learning. On a fait venir des formateurs américains, des formateurs britanniques et australiens, des formateurs de la Sorbonne. On s'est réunis pour créer des programmes pédagogiques vraiment dans le sens du e-learning et du distanciel. Et tout ça, ça nous a pris 2 mois à mettre en place. Mais dès qu'on l'a mis en place, finalement, en fait, ça a été le boost que bizarrement dont Means avait besoin. Parce que les gens ont réagi positivement à ça et on a commencé à vraiment s'adapter à la digitalisation de notre formation, ce qui n'était vraiment pas le cas au départ. Ouais, c'est génial. Donc, pour vous, ça a vraiment été un accélérateur du coup. C'est peut-être des choses que vous vous êtes dit pendant des années, tiens, il faudrait qu'on digitalise un peu notre programme de formation. Et le 16 mars, vous dit, maintenant, on n'a plus le choix. Voilà, on s'est dit, dans 2-3 ans, on va le faire parce que ça a toujours été un peu dans… je pense que ça a toujours été une idée que les centres de formation ont voulu mettre en place, mais voilà, le confinement a accéléré les choses en bien. Mais tout dépend de comment on veut le voir. Hein. Il y a des centres de formation qui n'ont pas pu réagir en fait face à ça et ils ont passé la clé sous la porte, comme on dit en français, si je m'exprime bien. Mais si on essaie de voir le bon côté des choses, ça force en fait à se remettre en question et à voir comment moderniser, en guillemets, la formation, quoi. Parce que c'est un changement qui devait arriver, je pense, à un moment ou à un autre. Super, c'est un super témoignage. Du coup, c'est une transition très simple pour Emmanuel. On a parlé de digitalisation, module e-learning.
Pour toi, en tant que spécialiste des digitalisation des formations, ça n'a pas dû changer grand-chose, je pense, le confinement, mais plutôt peut-être accélérer, non, avec certaines opportunités. Est-ce que du coup, toi, quel est ton feedback au soir du 16 mars? Est-ce que tu t'es dit, tu t'es frotté les mains en disant, oh là là, j'ai plein de clients qui vont venir me voir pour créer des modules de formation? Et est-ce que, en fait, ces clients avec qui tu as l'habitude de dialoguer t'ont confié des nouveaux besoins qu'il n'y avait pas forcément avant? En fait, là, il y a eu clairement un effet accélérateur. Alors, pas tellement accélérateur. Accélérateur, et pour moi, n'est pas le terme. Il y a eu un effet consolidateur, je dirais. C'est-à-dire que le digital learning, pour nous, était déjà un marché qui était installé, qui existait. Nous, on est un pure player, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire que notre activité est digitale. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on a vu, c'est que il n'y a plus de programmes de formation qui sortent des directions de formation sans une part de digital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est que Et digital pour toi, c'est vraiment alors, avec une part de digital, pardon, avec une part de digital, c'est-à-dire avec soit du distanciel synchrone, soit du distanciel asynchrone, il y a une part de digital. On a communauté, enfin voilà, moi je disais souvent le digital learning c'est le marché qui va exploser l'année prochaine depuis 10 ans. Donc tous les ans en septembre on ouvrait les échos et on avait un article qui disait ah là là on transforme les universités, on transforme le digital transforme. Là ça a été vrai véritablement, c'est-à-dire qu'il y a eu sans sommation on s'est transformé. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a eu 3 phases en fait. Il y a eu la première phase qui a été la stupeur. Ça a été le chaos. Moi, j'avais mon téléphone qui sonnait. On avait le CNED qui m'appelait, des responsables de grandes universités, des DSI qui disaient attention, demain matin, je vais avoir 35 000 connexions sur mon système. Comment je vais faire en fait? Donc ça a eu la phase de stupeur et aussi tout s'est écroulé, c'est-à-dire que les formations présentielles se sont arrêtées. Passé cette phase de stupeur, eh bien, on a comblé le vide et on s'est dit, on va y aller, on va le faire. Quoi. Et c'est ce que vous citez, hein, Lon et Lucienne, c'est qu'effectivement, on a fait, vous avez fait, parfois avec des hésitations, mais les gens se sont mis à le faire. Et la troisième phase, c'était la phase de sécurisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience qu'on avait les outils, qu'on savait faire, maintenant on essaye de mieux faire en quelque sorte. Et c'est là où nous, les demandes qui émergent aujourd'hui sont plutôt des demandes finalement où on a pris le temps d'accompagner maintenant les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, les formatrices, dans finalement ne plus répondre à l'urgence, mais répondre à une demande de digitalisation qui est éclairée, qui est celle où on essaye d'avoir une expérience apprenante qui est de qualité. C'est-à-dire que au mois de mars-avril, on a pris les formations présentielles et on les a déroulées à distance. Et on s'est vu avec des formations de 2h30 où les gens parlaient devant leur micro, etc. Aujourd'hui, on a raccourci, on fait plus d'interactivité, on cherche à aller dans le collaboratif, on met en place des bonnes pratiques du digital. Donc, voilà un peu pour nous. Là, nos demandes, elles ont évolué en ce sens que on est allé chercher chez nous finalement plus de conseils en ingénierie pédagogique que de production de contenu, même si nos clients qui se sont dit oulala, les projets qu'on avait en cours, il faut qu'on les termine parce qu'en fait, ce qui était nice to have, le digital nice to have pour le mois d'avril, aujourd'hui, c'est plus nice to have. Quoi. Ça veut dire que j'ai des collaborateurs qui ne travaillent pas et il faut les former. Voilà. Ok, super. Ça donne une bonne idée, effectivement, toi, si vous avez pu réagir. Donc maintenant, passons un peu comment on s'inscrit dans la durée. Donc il y avait vraiment le 16 mars, je dirais les 2-3 mois après, qui ont fait vraiment ce séisme. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup d'entreprises, par exemple, se sont arrêtées du jour au lendemain à faire leur formation parce que 80% de leur plan de formation, c'était du présentiel. Et elles ont commencé à partir de septembre en espérant que, effectivement, le Covid s'arrête pendant l'été. Malheureusement, on le sait aujourd'hui, il n'est toujours pas parti. Il va rester avec nous pendant un petit bout de temps, malheureusement. Mais donc, du coup, on pris conscience que leur plan de formation, ils allaient devoir le développer de manière un peu différente. Et ils ont repris petit à petit leur plan de formation, etc. Du coup, j'ai commencé par l'un cette fois-ci. Pour vous, j'ai cru comprendre que le retour d'expérience était positif, hein, parce que justement, le Covid a été vraiment un accélérateur dans votre sens.
Du coup, j'ai bien compris que Mhm. votre programme pédagogique a échangé. Oui. Mais quel type de nouvelles opportunités sont nées en fait pour Mins? Et peut-être vous adressez aujourd'hui des clients que vous n'adressiez pas dans le passé, non? Oui. D'abord, au niveau de l'expérience positive, j'aimerais rajouter qu'il y a eu 2 points que nous avons mis en place à cause de, je ne sais pas, grâce au confinement. On s'est rendu compte que le coaching individuel était beaucoup plus efficace parce qu'avant, vu qu'on fonctionnait en groupe et que maintenant qu'on est dans le distanciel et qu'on a besoin de rendre les cours encore plus efficaces, on a dû mettre en place le coaching individuel et on a décidé de rester exclusivement sur ça, sauf dans les cas particuliers, par exemple pour les entreprises qui veulent vraiment qu'on fasse des semi-groupes. Hmm. Mais sinon, le coaching individuel a été vraiment exacerbé dans notre entreprise, dans notre société de formation grâce ou à cause du confinement. La flexibilité horaire, quand même, qui a été mise en place. Avant, on avait du 9h-17h pour les cours. Aujourd'hui, les stagiaires peuvent prendre des cours à 21h. Le soir, ils peuvent prendre des cours le week-end. Et ça, j'aimerais le souligner, c'est une des expériences positives de la période en ce qui concerne les organismes de formation. Maintenant, en termes de quel enseignement avons-nous tiré de ça, justement, ça nous a forcé à nous rendre compte de 2 choses. D'abord, le niveau de stress avait augmenté à cause de la situation économique et sociale. Les gens étaient beaucoup plus stressés. Donc, moi, au niveau de la formation, je me dis psychologiquement, les stagiaires ne seront pas comme des éponges comme j'ai pu les avoir avant. Donc, on a construit des psychologues vraiment et on a mis en place l'anglais sous hypnose. Spécialement dans le cas de Means, avec un programme bien spécifique à nous, l'anglais sous hypnose, qui du coup, à travers les cours d'anglais, les stagiaires pouvaient se relaxer. Et donc, c'était en fait une double combinaison positive qui faisait que ce n'est plus que des cours d'anglais qu'on donne. On donne vraiment on fait partager des expériences aux stagiaires quand ils sont en cours avec nous. On a même mis en place l'anglais en musique pour certains adultes, ce qui s'est révélé très efficace. On a même l'anglais coaching vocal, donc pour les entrepreneurs par exemple ou les managers qui ont besoin de travailler leur voix, parce que la voix, ce n'est pas un instrument que pour les chanteurs en fait. C'est vraiment même pour les managers, les entrepreneurs, les businessmen, women qui ont besoin de maîtriser la modulation de leur voix pour avoir un certain impact dans leur entreprise. Donc, on a mis en place des combinaisons qui avant auraient pu paraître improbables grâce à la période grâce à la période du confinement. Et je pense qu'on a créé un lien encore plus étroit avec les stagiaires qu'avant. Parce qu'on a pu les appeler individuellement, on a pu échanger avec eux individuellement et avoir un retour sur leurs besoins. Et forcément, l'approche pédagogique a été encore plus approfondie grâce à ces échanges-là. Ouais, donc il y a plus un suivi longitudinal, alors qu'avant, c'était peut-être j'arrive, je forme, je repars, c'est ça? Vous voulez dire au niveau des formateurs, c'est ça? Non, au niveau des formations, en fait, c'est plus Oui. un suivi plus long, je dirais, alors qu'avant, les formations, c'était plus sur un jour ou deux. Exactement, plus long et surtout beaucoup plus complet. Donc, on n'est plus sur un aspect coaching anglais, business, coaching linguistique. On est vraiment sur un coaching à 360 degrés où il y a une part psychologique qui rentre dans la formation. Donc, maintenant, quand on a un stagiaire en audit, en diagnostic, on veut voir tout de suite s'il est assez confiant, s'il a des problématiques de mémorisation. On voit beaucoup de points faibles, en guillemets, maintenant, qu'avant, où on s'arrêtait un peu au côté linguistique. Donc, on essaie d'apporter quelque chose d'encore plus complet et encore plus humain, je dirais. Et au final, les gens finissent la formation en étant vraiment satisfaits, pas que linguistiquement parlant, mais vraiment humainement et personnellement parlant. Donc, vous, du coup, tout ce changement, si on regarde la situation il y a 1 an et la situation aujourd'hui, je dirais que votre programme pédagogique a complètement changé, même votre orientation stratégique d'entreprise. Complètement changé, parce que j'ai été obligée, c'était positif, mais de re-rentrer en contact avec l'Université de Virginia
parce que c'était avec eux que je travaillais au départ, aux États-Unis, Virginia. Et on est rentré en contact avec les psychologues de cette université pour vraiment mettre en place un concept qu'il n'y avait pas en France. Et ça a été la beauté de l'enseignement qui a suivi la période du confinement. Ouais, absolument. Super Ouais. retour d'expérience. Et merci, Ilonne. Du coup, toi, Emmanuel, donc tu nous as un peu parlé, comment ça avait modifié ton approche, etc. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, quoi, en fait, sur les 2-3 mois qu'on suit le confinement jusqu'à maintenant, sur comment vous avez un peu modifié plus en profondeur votre manière d'approcher la digitalisation des clients? En fait, ce qui est clair, c'est que on a eu en l'espace de quelques mois une adoption qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps, et l'adoption qu'on a connue en 2 mois, elle équivaut, je pense, à 3 ou 4 ans d'adoption classique. C'est-à-dire que il y a eu un changement qui a été conséquent, et donc ce changement, il a pour effet principalement d'avoir d'avoir fait prendre de la maturité dans l'approche de la part de nos clients. Et cette maturité, on est obligé de la traiter de manière, comment dire, elle est challengeante pour nous en quelque sorte, parce que nos clients savent plus aujourd'hui qu'ils n'en savaient il y a 12 mois. C'est une très bonne chose, parce que parler à des gens qui savent, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des gens qui ne savent pas. Et donc, nous, les choses qui ont beaucoup changé, c'est que dans les phases de conception des dispositifs, on est vraiment obligé aujourd'hui d'intégrer du collaboratif. Et je rejoins ce que dit Lon, c'est-à-dire que nos parcours de formation, quand ils sont mixtes, on va les étaler dans le temps, mais parfois avoir des moments de formation plus courts, et donc, mais par contre beaucoup plus importants en termes d'expérience, c'est-à-dire soit on va faire des travaux à distance qu'on ne faisait jamais avant, en fait. Là aujourd'hui, les clients sont à l'aise avec le fait de diviser les participants en sous-groupes. Quand on est à distance, maintenant, ils savent le faire. Ils savent utiliser les plateformes de formation, donc ils s'attendent à aller chercher des contenus, à aller répondre à des questionnaires, etc. Ils s'attendent à ce qu'on ait des icebreakers qui soient de qualité quand on lance une formation, et ils s'attendent à ce qu'il y ait un tutorat organisé. Donc, il y a eu ça vraiment, ce qui était de l'ordre de l'innovation et un peu étonnant il y a encore un an, là aujourd'hui, c'est de la normalité. Et on est vraiment obligé il y a une espèce de montée en gamme, en fait, globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à une expérience forte, et je pense que ça va continuer aussi, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les collaborateurs de demain sont les étudiants d'aujourd'hui. Mais donc, on en parlera plus tard. Ouais, et du coup, tes contenus e-learning, parce que tu me parles un peu de la technologie, des plateformes LMS Ouais. aussi, sur ton conseil, etc., mais sur les contenus, est-ce qu'il y a eu des changements là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux types de Alors oui, les contenus se sont considérablement raccourcis, en fait. D'accord. On est vraiment sur des formats de plus en plus courts. On est vraiment sur des modèles aujourd'hui un peu pick and choose, quoi. C'est-à-dire, je vais aller piocher des contenus, et les contenus sont plus courts, et aussi sont beaucoup plus dynamiques. On fait beaucoup plus de vidéos avec beaucoup de storytelling. Autant avant, on avait des contenus qui étaient assez qui étaient plus longs, qui avaient de l'interactivité, mais qui étaient très orientés fourniture d'informations. Aujourd'hui, on essaye d'embarquer les gens, parce qu'on a un problème avec ce qu'on appelle on a un problème d'attention, en fait. Aujourd'hui, on est tous fatigués de passer du temps à distance, en ligne, à parler à un écran. Et donc, en fait, le vrai challenge, c'est de capter l'attention de l'apprenant. Et donc, on va travailler sur du storytelling, on va travailler sur de l'émotion, on va travailler sur du collaboratif pour sortir des slides qu'on fait défiler. Donc, vraiment, on va aller chercher
de l'émotion pour capter de l'attention, pour maximiser de la rétention d'informations et de la rétention du savoir, en fait. Ok, super intéressant. Ok, super, merci Emmanuel. Du coup, Lucienne, vous, d'un point de vue RH et d'un point de vue et votre expérience personnelle, pourriez-vous nous expliquer un peu les changements que vous avez vus et qui ont été mis en place? Oui, donc moi, d'un point de vue RH, effectivement, on avait, ce que je n'ai pas précisé au départ, au sein de JDE, une plateforme, en tout cas de e-learning déjà présente, accessible à tous les collaborateurs, donc en toute autonomie. Et donc, ça a permis aussi, à ce moment, de pallier aux besoins qui avaient été, en tout cas, remontés à l'équipe formation. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de voir l'après, puisque je suis partie fin mai de JDE. Donc, c'est pour ça que j'ai plus un retour plus personnel, puisque moi, j'ai profité de cette période pour, à mon tour, me former à distance, notamment, bon, désolé, Lon, avec un de vos concurrents, donc pour parfaire mon anglais. Et effectivement, je veux vous rejoindre tous deux, Emmanuel et Lon, sur cet aspect flexibilité, ces aspects flexibilité qualitatif, plus d'écoute du besoin de l'apprenant. Et en fait, moi, ce que je tire de ça, c'est beaucoup de positif, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on avait cette idée reçue que se former et apprendre, c'était le sachant et l'apprenant dans une salle ensemble, en présentiel. Et malgré la situation, les écrans interposés, ben en fait, j'ai trouvé que ça laissait plus de place pour se concentrer sur l'essentiel de la relation finalement et du besoin. Et donc, il y avait beaucoup plus d'écoute et c'était beaucoup plus personnalisé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et au-delà de ça, j'avais aussi en vue de faire une autre formation qui était du coaching, donc RH, pour obtenir une certification. Et malheureusement, l'organisme de formation, comme on le disait au départ, a été pris au dépourvu et n'avait pas de support de formation à distance, puisque c'était des formations qui se faisaient à raison de 2 jours par mois en présentiel. Donc, la nécessité même d'avoir un support digital ne faisait pas sens avant la pandémie. Et ils ont su être réactifs, donc sensiblement sur les mêmes délais que l'ON. Au bout de 2 mois, ils ont su proposer des formations via Zoom, mais sur une période plus longue, parce que ne sachant pas, ils ont préféré plutôt prévenir que guérir et proposer des formations jusqu'à fin d'année à distance pour pouvoir effectivement s'adapter en fonction des mesures gouvernementales qui allaient être prises selon s'il y avait une vague 2, 3, etc. Et ça, effectivement, c'est, je trouve que alors, je mets des guillemets, bien évidemment, que cette pandémie a eu du bon, parce que ça nous a prouvé qu'on était capable d'être agile, de s'adapter et de pallier à des situations qui, avant ça, on nous en aurait parlé, on dit mais c'est juste, on aurait juste eu une réponse qui était impossible. Et là, on s'est rendu compte que rien n'était impossible et que, comme je dis, impossible n'est pas français. Mais là, en tout cas, on a su le démontrer, puisque aujourd'hui, on est capable de pouvoir continuer les formations, quel que soit en tout cas le métier. Et je mets encore une parenthèse pour les métiers de bouche ou liés aux soins des personnes, puisque ça nécessite et ça nécessitera toujours du présentiel. Mais sur le tertiaire à proprement dit, aujourd'hui, on a fait un bond qu'on aurait peut-être dû faire il y a 10 ans, en fait. Puisque, comme disait Emmanuel, chaque année, on disait l'année prochaine, et puis ça fait 10 ans qu'on se le dit. Et en fait, là, on a fait un bond, mais qui est considérable. Et moi, je trouve que c'est vraiment une fierté pour les organismes de formation, les OPCO, les directions des ressources humaines, parce qu'en fait, c'est un travail un vrai partenariat, en fait.
Et moi, c'est ce que je tire de cette période. C'est un partenariat, mais qui est vraiment très fort. Et j'espère qu'on pourra l'entretenir sur du long terme parce que je pense qu'on est sur la bonne voie, quoi. Super. Merci Lucienne. Moi, c'est un retour qu'on a souvent effectivement des RH ou des apprenants qui nous disent qu'ils sont très surpris en fait comment les organismes de formation se sont adaptés et surtout le côté bénéfique de faire du distanciel parce que ça va étrangement rapprocher en fait des apprenants. Donc, c'est plutôt des choses qui sont plutôt pas mal. Je vois que j'ai ma caméra qui n'est pas active. Super. Et on va passer dans la dernière partie, parce que l'heure tourne. Donc, on va parler effectivement sur l'après, ce qui va se passer dans les mois à venir. Même si on ne sait pas trop de cette période, on espère quand même qu'on va sortir de tout ça. Du coup, c'est comme vous l'avez tous dit, hein, cette crise a provoqué un boost énorme pour la digitalisation des plans de formation. Ça nous a fait gagner quelques années. Effectivement, les questions qu'on se posait il y a 10 ans, aujourd'hui, on est en train de les résoudre parce qu'on est un peu au pied du mur. Donc, Emmanuel, toi, quelle est ta vision avec les 12 mois de recul qu'on a sur comment l'e-learning va devenir plus stratégique dans le monde de la formation? J'ai deux visions. J'ai la vision de l'Emmanuel optimiste et la vision de l'Emmanuel pessimiste. Alors, je vais commencer par le pessimiste, comme ça je fermerai le discours sur une note positive. Pessimiste, moi je me dis attention à quand le retour de bâton sur finalement ne plus avoir envie de faire du distanciel et courir vers le présentiel de nouveau. Et je me dis, est-ce qu'on va pas avoir un effet bulle où la bulle va éclater en quelque sorte? Ou est-ce qu'il y a un effet bulle et elle éclatera? Bon, ça c'est quand je suis fatigué le vendredi soir. Mais le lundi matin, je me dis finalement, on va pas reculer. Et puis, parce que le digital ne recule jamais, en tout cas, il n'a jamais reculé, le numérique n'a jamais reculé. On le voit dans nos vies quotidiennes, comment c'est intégré. Je me dis aussi les étudiants ou les élèves qui aujourd'hui ont fait du distanciel, parce que là, on a beaucoup parlé de l'entreprise, mais ça a touché aussi d'autres secteurs d'activité qui étaient pas impactés. Enfin, on a beaucoup ramé pendant des années pour que les universités, les écoles passent au digital. Là, ça s'est fait de manière très importante. Et ces élèves sont nos collaborateurs de demain. Et ça, faut pas l'oublier. Ceux qui sont en terminale aujourd'hui, qui sont à l'université, demain, ils sont sur le marché du travail. Et eux auront eu cette expérience du digital et ils seront pas comme nous, ils vont pas le découvrir en allant. Ils vont arriver dans les entreprises en disant attention, moi, je vais pas 5 jours en formation à Knock-le-Zout. Je veux quelque chose d'hybride, quoi. Je veux y aller une journée et faire du distanciel. Donc ça, je pense que ça va consolider le marché. Après une phase un peu comment dire, là, le marché est un peu perturbé parce que tout le monde s'invente aussi un petit peu. Voilà, les organismes de formation qui étaient 100% présentiels se sont tournés vers le digital. Donc, il y a une espèce le marché est un peu perturbé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui émergent. Mais je pense que dans un an, ça va s'écrémer et les meilleurs resteront. Et nous, on était déjà là, donc on sera encore là. Voilà. Et vous êtes les meilleurs, forcément. Et on est les meilleurs. Merci, Emmanuel. Oui, super. Mais effectivement, c'est un peu l'interrogation qu'on a aujourd'hui. Est-ce que les opportunités qu'on a vues se développer ces 12 derniers mois vont rester comme ça ou est-ce que ça va être durable? Ouais, c'est ça. Reprendre le dessus et on va avoir un mode blended ou pas, quoi. Ouais. Effectivement, c'est peut-être une question que je vais poser à Lucienne d'ailleurs parce qu'on a beaucoup parlé ensemble déjà, Lucienne. Donc, est-ce qu'on reste toujours dans ce fantasme de la digitalisation? Et je retoquerai un peu Emmanuel sur le fait que les étudiants sont digitalisés aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans les universités. Et pour cause, on travaillait ensemble avec Emmanuel dans les universités dans le passé. Et c'est pas faute de leur avoir fait des présentations de stratégies, de digitaliser les parcours de formation. Quand on voit ce qu'il y a mis en place, c'est quand même relativement assez pauvre. Yes. Donc justement, est-ce qu'il n'y a quand même pas ce frein et que la digitalisation reste quand même un fantasme et que le présentiel va reprendre le dessus? Lucienne, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'en fait, je rejoins parfaitement Emmanuel sur son côté pessimiste et optimiste, dans le sens où en France, on est un pays latin et on le revendique. D'un point de vue socioculturel, on a aussi cette idée reçue de se dire que travailler ne se fait qu'en allant travailler, apprendre ne se fait qu'en sortant.
en se rendant à l'école. Et aujourd'hui, et depuis un certain temps d'ailleurs, hors spectre professionnel, il faut se rendre compte aussi que la digitalisation est là dès la crèche, puisque les parents vont échanger avec les aides puéricultrices via une plateforme. Nos enfants aujourd'hui, on a le cahier de correspondance est en train de sombrer du côté obscur de la force, puisqu'on est sur c'est aussi cette volonté écologique, moins de papier. Et la difficulté aujourd'hui de l'entreprise, c'est vraiment, on est dans un tournant où on intègre aujourd'hui 3 générations. 3 générations, on a les quinquas, les quadras et nos jeunes diplômés qui sont sur du 25-30. Donc, comme je disais en préparation de ce webinaire à Emmanuel et Florian, donc la génération des quadras est entre deux, entre le papier et le digital. Et on a nos aînés qui sont sur du papier. Le digital, c'est bien, mais le papier, c'est plus rassurant. Donc, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais pour moi, ça relève de l'idée reçue et du socioculturel. Et cette nécessité d'écrire, puisque je nous observe, Lon et moi, on a aussi notre stylo depuis tout à l'heure, on prend des notes, donc on est preuve qu'on est, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, doit être dans la génération de l'entre-deux. Et effectivement, moi, je pense qu'il faut continuer à maintenir et à améliorer cette conduite du changement en tant qu'organisme de formation, direction avec un grand D, puisque au sein des entreprises, il faut qu'on soit convaincu et que ça fasse sens de partir sur cette digitalisation et d'y voir aussi les aspects positifs, c'est-à-dire la flexibilité, l'autonomie que ça peut procurer. Et moi, à mon sens, de mon expérience personnelle, j'en tire du positif parce que avoir une formation en langue en présentiel dans un groupe, je n'aurais pas forcément, ma langue ne se serait pas déliée aussi facilement que là, en fait. Et je rejoins le point de vue de Lon qu'elle exprimait précédemment. Et donc, je pense qu'il faut entretenir et améliorer cette conduite du changement et l'adapter à nos 3 générations au sein de l'entreprise. Super. Donc, pour moi, ce n'est pas un fantasme, c'est réalisable, mais il faut qu'on saisisse en tout cas l'opportunité que le Covid nous a en tout cas offerte pour continuer dans cette lancée-là. Ouais, super. Merci Lucienne. On fera un webinaire dans 1 an pour voir justement comment tout ça a changé. Ce sera intéressant de voir. J'aimerais bien. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça nous a un peu isolés. Hein. On est tous un peu isolés, on en a marre. Je ne sais pas vous. Exactement. On a besoin d'être ensemble. Hein. Donc on a tous envie de se retrouver ensemble. Donc, est-ce que ça Exactement. On ne sait pas. Et l'autre, je vais vous laisser le mot de la fin, en fait. Oui. Parce que pour vous, effectivement, cette crise a permis la remise en question, comme on a dit. Hein, vous êtes un cas typique, en fait, qui est super. Comment vous êtes complètement réinventé du jour au lendemain et passé du présentiel à 100% à du distanciel quasiment à 100%, j'ai l'impression. Alors, vous, si je vous pose la question, quelle sera pour vous la formation 2.0 post-Covid? Qu'est-ce que ça sera? Tout d'abord, je pense vraiment que Emmanuel et Lucienne ont vraiment dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur le sujet et je vais vraiment dans leur sens. Et ça m'a fait rire quand Lucienne parlait de moi tenant le stylo tout à l'heure, en train d'écrire, etc. Parce que c'est tellement vrai. Pendant des mois, j'ai été sur les fichiers Excel, sur l'ordinateur à travailler, etc. Mais finalement, je suis retournée à l'old school parce que le physique, c'est pas comparable. Mais en même temps, il faut imposer en quelque sorte le changement. Donc, ça vient à la réponse de la question que vous m'avez posée. Je pense que chaque organisme de formation doit imposer sa tendance. Tout dépend de la matière que l'on enseigne, on essaie de transmettre aux stagiaires. Tout dépend de la matière. Moi, par exemple, si je parle du cas de la formation anglophone, je trouve le distanciel très avantageux parce que pour une fois, on a l'opportunité de travailler avec des experts à distance aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud, ce qu'on n'avait pas pu faire avant.
Donc, pour moi, la formation post-Covid idéale serait la formation qui permet en général, les gens aiment voyager pour apprendre l'anglais, pour s'immerger dans la culture, etc. Mais pour moi, dans le cadre, encore une fois, de la formation anglophone, parce que chaque domaine avec sa sensibilité, etc. Moi, je pense que dans le cadre de l'anglais, la formation idéale, ce serait de pouvoir importer cette immersion anglophone tout en permettant aux stagiaires de rester sur place. C'est-à-dire que via un cours en distanciel, une formation e-learning en distanciel, que le stagiaire puisse avoir accès à toute la culture anglo-saxonne et puisse avoir une immersion en fait complète dans la culture, dans la langue, dans tous les aspects de la langue, voilà, qui puissent être immergés tout en restant sur place. Et pour moi, c'est ce que j'aimerais pouvoir mettre en place d'ici l'année prochaine avec Means. Voilà, une formation tellement complète que le stagiaire n'ait plus vraiment besoin de forcément voyager pour maîtriser la langue et la culture anglophone. Donc, du coup, fini le présentiel chez Means, c'est ça? Non, fini le présentiel, sauf dans des cas particuliers où les entreprises, il y a encore ce besoin-là, nous demandent d'intervenir en présentiel, en semi-groupe, pour coacher des collaborateurs en anglais oral. Parce que vous savez que la phonétique anglaise est un peu particulière, les prononciations sont un peu particulières, donc parfois le présentiel peut aider à cela. Mais que dans ces cas spécifiques. Sinon, 90% de vos formations vont rester en distanciel, ça c'est sûr. Bon, super. Écoutez, merci à tous les trois. Je crois que c'est un beau constat. Hein. De toute façon, qu'on s'aperçoit que cette crise Covid a vraiment été un accélérateur de la digitalisation des plans de formation, de la manière de penser, d'un point de vue pédagogique, que ça soit pour vous, de la manière de recevoir, pour vous, Lone, pardon, que ce soit la manière de recevoir pour vous, Lucienne, ou de la manière d'accompagner pour Emmanuel. Et je pense qu'effectivement, c'est une expérience qui a été extrêmement positive. Donc ça, on tire. C'est bien de tirer des leçons positives en fait, de toute cette crise qui pèse un peu sur tout le monde. Et même si je pense, à discuter à droite à gauche, il y a quand même une impatience de se retrouver en présentiel, que ce soit d'un point de vue du télétravail, où effectivement moins de mes collaborateurs en ont un peu marre et rêvent de faire un baby-foot tous ensemble auprès de notre coin café qu'on a chez nous, mais également de se retrouver et dialoguer ensemble, mais également au niveau des organismes de formation, c'est vrai qu'il y en a certains qui souhaitent reprendre du présentiel et voilà. Mais ceci dit, c'est clair, cette crise Covid nous a permis d'accélérer tout ça, comme vous l'avez tous dit, très bien, et de gagner quelques années. Et, bon, ça tombe bien, on avait quelques années de retard, donc c'est bien de Exactement, c'est ça, absolument. Merci en tout cas à vous. Comme je l'ai dit à tout le monde, et on n'a pas eu trop de questions aujourd'hui, mais je m'y attendais un peu, mais ce replay sera disponible sur nos réseaux. Je vous partagerai avec vous également, vous pourrez partager avec vos contacts et on fera également une synthèse de ce webinaire. Merci encore pour votre feuille d'experts, chacun dans votre champ de spécialité. Et je vous dis à très bientôt et peut-être dans un an pour faire un feedback sur cette session. Avec plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. Au revoir. Au revoir.